en Chine. Donc la mondialisation, il y a eu aussi ses effets bénéfiques, même si, dans ces mêmes pays, les inégalités se sont creusées, en Inde, il y a des milliers de paysans qui se suicident chaque année, etc., qu'il y a des poches de pauvreté qui s'aggravent, il y a même des inégalités qui se renforcent, mais c'est quand même un des aspects positifs de la mondialisation. Les aspects négatifs, évidemment, notamment en Europe, c'est que la mondialisation est en train de ravager et de détruire en grande partie beaucoup de sociétés européennes, en les désindustrialisant, en accélérant le phénomène de délocalisation, etc. Alors, pour comprendre ce qui se passe, moi je vous propose une image. Je ne sais pas s'il y a des cinéphiles ici, mais s'il y en a, je leur propose de se souvenir d'un vieux film qu'on ne voit plus que dans les cinémathèques. Un vieux film qui s'appelle Le voleur de Bagdad. Je vous dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec Saddam Hussein. Le voleur de Bagdad, c'est un film en noir et blanc de Raoul Walsh qui est une adaptation d'un conte de Mille et une nuits. C'est un film magnifique qui raconte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui raconte les amours contrariés d'un prince pour une princesse qui n'arrive pas à séduire. Et ce prince, pour l'aider dans ses entreprises d'approche, il fait alliance avec un petit tireur de chaussures des rues de Bagdad, un petit gamin de 7-8 ans. Il fait alliance avec lui. Et à un moment donné, dans le film, qui est un film mythologique aussi, on donne à ce petit garçon de 7-8 ans une bouteille fermée. Et dans la bouteille, il y a un génie qu'on voit avec son visage, sa petite barbe, et on dit à l'enfant, tu vois, mon petit, ce génie sera ton bon génie, à une seule condition, que tu n'ouvres jamais la bouteille. Ah. Alors vous pensez, devinez ce qui se passe quand on a 7-8 ans, on a un génie qui s'agit dans une bouteille, on ne peut pas résister à l'envie de déboucher le bouchon, et il y a une scène magnifique sur une plage, où on voit le petit garçon qui commence à dévisser la bouteille, qui l'ouvre, on voit une fumée qui sort comme ça de la bouteille, puis la fumée s'épaissit, et puis elle prend la forme de la tête d'un génie, et puis elle grossit encore, elle occupe tout le ciel, elle masque le soleil, elle devient terrifiante avec ce génie grimaçant, et elle est tellement terrifiante que le petit garçon jette la bouteille sur le sable et s'enfuit à toutes jambes. La mondialisation, c'est ça. Alors faites la transposition, le génie dans la bouteille, c'est l'économie de marché. D'accord? La bouteille, c'est la démocratie. Tant que l'économie de marché est dans la démocratie, on peut la discipliner. On peut c'est-à-dire la rendre moins destructrice. Par exemple, faire un code du travail. Par exemple, empêcher que les enfants de 5 ans travaillent dans les mines, comme ils faisaient au XIXe siècle. C'est-à-dire que, et on ne peut faire cela que parce que le génie est enfermé dans les frontières de l'État-nation, une démocratie, sur lequel peut s'exercer la volonté politique des citoyens. D'accord? Eh bien, la mondialisation, c'est exactement cette métaphore. Le génie est sorti de la bouteille. Et le marché cavale à travers le monde comme une fumée, il est devenu hors sol, et les gouvernants ne peuvent plus le rattraper pour le faire rentrer dans la bouteille. Et ils se moquent, ils se rient d'eux. Nos gouvernants, en fait, sont condamnés un petit peu. Il faudra envoyer une autre image parce qu'on peut aussi les comparer à des cavaliers qui ont été jetés dans le cul dans la ceinture par leur cheval, qui a sauté par-dessus la clôture. Mais nos gouvernants en sont à courir derrière ce génie du marché avec un morceau de sucre dans la main pour lui demander de revenir dans la bouteille, de revenir s'installer dans la démocratie. Et le morceau de sucre, c'est un régime fiscal intéressant, des lois sociales assez accommodantes, une flexibilisation du travail, bref, l'avantage de souffrance des travailleurs et le bénéfice pour le capitalisme. Donc nos gouvernants, en fait, ne font à peu près que ça. Maintenant, ils ont perdu une partie de leur pouvoir. La mondialisation, c'est cela. Donc nous avons devant nous cette tâche très compliquée de faire re-rentrer le marché dans la bouteille. Il y a 3 solutions possibles que nous vivrons dans les 40 ans qui viennent. Première solution, le souverainisme autoritaire, du type Jean-Pierre Chevènement il y a quelque temps. C'est-à-dire, le génie est sorti de la bouteille, on va le faire rentrer dans la bouteille à couper dans le cul. Ça fait rire les économistes américains parce qu'ils disent c'est aussi facile que de faire rentrer le dentifrice dans un tube. Si vous, dans votre salle de bain, vous l'essayerez demain matin. Donc, peut-être à la marge, on peut faire rentrer un petit peu de dentifrice en tube, mais pas beaucoup. Deuxième solution, faire une bouteille plus grande. C'est le projet européen. On fait une bouteille plus grande. D'accord? Sauf que, on le voit maintenant, on pensait que ça serait fait assez rapidement.
il nous faudrait, si ça marche, il nous faudra encore bien 40 ans pour le faire, parce qu'on a bien une bouteille plus grande, mais on n'a pas de démocratie politique en Europe. Et on n'a même pas été capable de régler un tout petit problème comme la Grèce, qui est minuscule par rapport à la taille des choses, parce que nous n'avons pas de volonté ni d'Europe politique. Donc, entre-temps, s'il nous faut 50 ans pour faire cela, entre-temps, le génie aura encore grandi et la bouteille européenne sera elle-même devenue trop petite. Alors, la troisième solution, c'est de faire une bouteille à la taille du monde. C'est ce que, en gros, on essaie de faire plus ou moins, le tribunal pénal international, on essaie de mondialiser la démocratie. Sauf que ça, moi, ça me fait penser à ce qu'on me disait quand j'étais lycéen, si tous les gars du monde voulaient se donner la main, vous savez, ça serait génial, il faudra 150 ans pour faire ça, si on y arrive un jour, pour créer une régulation démocratique à l'échelle du monde. Ça veut dire que la mondialisation, nous avons ce problème devant nous, et qu'il faudra probablement user de ces trois stratagèmes pour essayer de redonner corps à la volonté politique. Sinon, nous continuerons de vivre ce que nous vivons, c'est-à-dire que la volonté démocratique est sans effet. Allez donc convaincre une multinationale qui veut délocaliser de ne pas le faire. Allez donc convaincre les marchés financiers de ne pas jouer sur la souffrance des gens pour gagner davantage d'argent. Ça veut dire que le politique est en grande partie dépossédé de son pouvoir, et nous avons devant nous, citoyens, nous avons devant nous ce défi. Cette deuxième mutation, vous avez vu, elle est encore plus incroyable que la première. Je ne veux pas être comme dans les films Hitchcock où le suspense monte comme ça, mais j'ai envie de vous dire que cette deuxième mutation, elle est déjà supérieure à la première, mais elle n'est rien à côté de la troisième. Parce que nous vivons une troisième mutation. Alors celle-là, vous ne vous en rendez pas compte? J'ai consacré un livre entier à cette question qui est passionnante. Vous ne vous en rendez pas compte parce qu'en fait, elle n'est pas très spectaculaire encore. C'est la mutation génétique. C'est la mutation, la révolution biogénétique. Je résume. Au milieu des années 50, il y a deux biologistes américains et anglais, Francis Crick et James Watson, qui ont découvert la structure en hélice de l'ADN, de l'acide désoxyribonucléique qui est porteur des gènes. Et cette découverte, qui leur a valu le prix Nobel de biologie, a ouvert la voie à ce qu'on appelle la révolution génétique. Je ne vais pas entrer dans les détails, cette révolution génétique, elle n'a véritablement pris son envol qu'à partir des années 80, parce qu'elle a utilisé un nouvel outil informatique qui lui a permis d'être infiniment plus efficace. Pour employer une métaphore, encore une fois, la révolution génétique, c'est le fait que pour la première fois dans leur histoire, les hommes, les humains, ont le pouvoir d'intervenir non plus seulement sur le monde, mais sur la vie, sur les mécanismes de la vie. Nous sommes capables de transformer des êtres vivants en leur faisant des greffes de gènes. Nous sommes capables d'inventer des nouvelles espèces animales qui n'existaient pas et qui sont capables de se reproduire. Il y a par exemple des généticiens qui se sont fait une gloire sur Internet parce qu'ils ont inventé une race de petits lapins phosphorescents. Alors, greffant des gènes de méduses. Alors, il y a des petits lapins qui sont phosphorescents et qui peuvent faire des enfants. On peut modifier les plantes, regardez les OGM. Ça veut dire que tout d'un coup, nous avons mis la main, là, j'emploie une image biblique volontairement, nous avons mis la main sur l'arbre de la connaissance. C'est la première fois dans l'histoire des hommes que ça se produit. Et nous sommes capables de maîtriser la procréation complètement, y compris celle des humains. Ça veut dire, pardonnez-moi, parce qu'il y a aussi des promesses extraordinaires, grâce à la révolution génétique, la médecine peut faire des progrès colossaux. Et ça veut dire en matière de procréation, je vais vous faire rire, mais les généticiens, ils utilisent aujourd'hui une formule entre eux, en plaisantant. Ils disent aujourd'hui, le problème, c'est que les parents ont de moins en moins d'enfants, mais que les enfants ont de plus en plus de parents. Ça veut dire quoi, ça? Ils ne parlent pas des familles recomposées, vous savez, les divorces. Non, c'est bien plus incroyable que ça. Ils parlent du fait qu'un enfant, maintenant, c'est une banalité pour un généticien, au lieu d'avoir 2 parents, il peut en avoir 5. 5. Je vais compter sur mes doigts, vous allez voir, vous savez aussi bien que moi. Premier parent, le donneur de sperme anonyme, qui va donner à l'enfant son patrimoine génétique. Le sperme anonyme, c'est facile à acheter sur Internet, vous savez sans doute. Je
Je peux donner quelques adresses de sites qui sont en Californie, d'adresses internet à ceux que ça intéresserait. Et d'ailleurs, vous verrez comme c'est un commerce qui a sombré dans la stupidité mercantile. Si vous allez sur un site qui est à San Diego, que je connais, pour acheter du sperme congelé, vous verrez que ce n'est pas le même prix selon que le donneur a ou non un diplôme universitaire. Je vous jure que c'est ça. C'était à l'époque, quand j'avais regardé, c'était $200 avec PhD et $100 sans PhD. C'est prendre des clients pour des imbéciles. Enfin, c'est comme ça. Donc, premier parent, le donneur de sperme anonyme, qui en a de plus en plus. Deuxième parent, la jeune étudiante de UCLA à Los Angeles qui donne ses ovocytes ou qui les vend. Parce que ça se vend. Et que les ovocytes, j'ai lu pas mal d'articles où les jeunes étudiantes américaines, elles arrondissent leur fin de mois en vendant leurs gamètes, leurs ovocytes. Donc, c'est une fille qui donne leurs œufs, si j'ose dire, leurs ovules, elle donne quelque chose d'important au futur enfant, parce qu'elle lui donne, je sais pas, quelquefois la couleur de ses yeux, de ses cheveux, etc. C'est un parent important. Ça fait 2 parents. Troisième parent, la mère porteuse, qui va porter, alors c'est interdit, pas dans tous les pays, c'est interdit chez nous, mais il y a des pays où c'est autorisé, notamment en Ukraine ou ailleurs. Alors cette femme va, moyennant finance, porter l'enfant pendant 9 mois, le temps de la grossesse, pour le compte d'une autre, qui sera le 4e parent, qui sera la mère légale, qui elle va porter l'enfant pendant 20 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qui avec le 5e parent, le père, qui lui aussi va porter l'enfant pendant 20 ans, ce qui n'est pas rien. À qui on dit papa et maman dans ces 5? Qui est le parent et la maman? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous cite cet exemple caricatural pour vous montrer à quel point le fait que nous ayons mis la main sur l'arbre de la connaissance, si j'ose dire, nous ouvre des perspectives et transforme notre rapport aux structures de la parenté, à la procréation, à la filiation, etc. C'est une révolution gigantesque et qui est assez largement contaminée par la révolution économique, c'est-à-dire le triomphe du fric et de la course au profit, ce qui faisait dire à un généticien new-yorkais, avec cet humour juif new-yorkais à la Woody Allen, qui faisait dire le problème, ce n'est pas tellement que nous ayons mis la main sur l'arbre de la connaissance, le problème, c'est que nous l'avons déjà vendu à Wall Street. Ça veut dire que c'est l'argent qui va gouverner ces choses inimaginables. Est-ce que vous vous rendez compte de cette... Alors, c'est la 3e mutation, vous avez vu qu'on monte en puissance. Ces 3 mutations ne sont rien à côté de la 4e. Je vous assure, je n'exagère pas, je voudrais essayer de vous en convaincre. La 4e mutation, vous croyez que c'est une plaisanterie. Quand je vais vous dire de quoi il s'agit, vous allez rigoler parce que vous avez l'impression que cette mutation-là, vous la maîtrisez. C'est la mutation numérique, informatique. Si vous voulez faire sérieux dans un dîner en ville, vous voulez faire un peu savant, vous dites la révolution digitale. Ça vous a un petit côté comme ça, un peu plus savant. Vous dites la révolution digitale, ça fait plus chic. Mais ça veut dire la même chose. Je vais vous dire, nous pensons encore trop, parce que nous sommes quelquefois myopes, moi le premier. Moi, j'ai un iPhone dans ma page, je ne suis pas contre, mais tout ça. Mais nous pensons qu'au fond, cette révolution numérique, elle a changé notre vie quotidienne, mais que nous nous y sommes habitués assez vite, en fait. Elle a commencé chez nous en France en 80-81. Elle a été retardée, parce que chez nous, on avait commencé avec le Minitel. Pas de bol, on avait pris la mauvaise bretelle de l'autoroute, si j'ose dire. Et quand on est passé du Minitel à Internet, on a rattrapé notre retard. Et on a le sentiment que depuis 30 ans, notre vie quotidienne s'est transformée. Et qu'on a intégré ça assez vite. Le fait qu'on puisse, je sais pas, moi, en plus, si je veux lire Le Monde, qui est sorti cet après-midi, j'ai qu'à me mettre dans un coin, puis je peux le lire sur mon iPhone. Si je veux, même des choses simples, je pense quelquefois, mon père est mort en 73, bien avant tout cela. Quelquefois, je me dis, s'il me voyait avec un morceau de plastique retirer de l'argent dans une boîte en fer, dans une rue, il tomberait à la renverse. C'est-à-dire que nous avons intégré cette informatisation et à telle enseigne que nous sommes à peu près convaincus que voilà, la révolution numérique n'a pas changé grand-chose. Erreur, tragique erreur, ou passionnante erreur, j'en sais rien. En réalité, ce que je viens d'évoquer devant vous, c'est les aspects anecdotiques de la révolution numérique. C'est tout ce qui, voilà, c'est le frisolis, si j'ose dire, les gestes quotidiens. Dans son principe, qu'est-ce que c'est que la révolution numérique? Là aussi, je suis obligé d'employer une métaphore, ça n'est rien de moins que l'apparition d'un nouveau continent.
Pas une petite île volcanique qui sort comme ça arrive quelquefois. On vous a appris à l'école qu'il y avait 5 continents, vous le croyez encore, vous avez tort. Il n'y en a pas 5 continents, il y en a 6. Et le 6e continent, il est bizarroïde parce que c'est le net, le web, Internet.